Bonjour à tous pour cette quatrième vidéo sur le thème d'histoire, guerre européenne, guerre mondiale, guerre totale. On commence tout de suite le grand 4, la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. Et on se pose la question suivante, comment le second conflit mondial bouleverse l'Europe et le monde? Alors pour commencer, on parle de 39-45, mais si on voulait être tout à fait exact, on devrait préciser que la Seconde Guerre mondiale débute dès 1937, en Asie. Alors ça peut surprendre, mais il faut se rappeler que l'Empire japonais se rapproche de l'Allemagne nazie d'Hitler, car ces deux pays développent dès les années 1930 des positions antidémocratiques. Allemagne et Japon considèrent que leur espace naturel, ou leur zone d'influence si vous préférez, va au-delà de leurs frontières et qu'ils ont un droit à conquérir ces terres qui leur reviendraient de droit, donc, selon eux. Ainsi, en 1937, le Japon envahit la Chine. Une alliance militaire est signée, même si, globalement, les armées japonaises et allemandes se sont toujours battues séparément. Cette affiche de propagande, réalisée en 1942 par le pouvoir japonais, illustre cette alliance. On y reconnaît le drapeau japonais, juste derrière le samouraï, qui écrase la flotte britannique. Et, derrière le drapeau japonais, en soutien, le drapeau de l'Allemagne nazie. Alors pour information, sachez que ce théâtre extrême-oriental du conflit fait entre 12 et 26 millions de morts. Tout ça pour dire que le conflit se déroule également en Asie, et que c'est 2 ans plus tard, en 1939, que l'URSS, allié de circonstance de l'Allemagne nazie, attaque conjointement la Pologne. La guerre se rallume alors en Europe. Entre 1939 et 1941, l'Axe, c'est-à-dire l'Allemagne plus l'Italie plus le Japon, l'Axe remporte d'importantes victoires. La Pologne est occupée. La France mobilise ses troupes, mais est envahie au printemps 1940. C'est la débâcle militaire, l'Allemagne occupe Paris, les populations françaises fuient, c'est l'exode vers le sud. On reviendra dans cette vidéo plus précisément sur ce qui se passe en France pendant cette période. En tout cas, pour en revenir à l'année 1940, toute l'Europe est soumise ou se rallie aux forces nazies et fascistes. Seule la Grande-Bretagne n'est pas prise, malgré la terrible guerre d'Angleterre que livrent les forces aériennes allemandes qui soumet Londres à d'incessants bombardements, mais en vain. L'Allemagne connaît là son premier échec. L'année 1941 opère une bascule dans la guerre. L'Allemagne trahit son alliance avec l'URSS et lance une guerre de conquête contre elle. C'est l'opération Barbarossa. Et cette campagne militaire va être un échec, et donc une erreur stratégique de l'Allemagne nazie. En effet, les années 1942-1943 sont un virage dans le conflit, car la situation militaire, d'abord favorable à l'Allemagne nazie, se retourne lentement. En effet, en décembre 1941, c'est Pearl Harbor. J'explique. L'attaque japonaise de la base militaire américaine située sur l'île qui s'appelle Pearl Harbor, île située dans l'océan Pacifique, cette attaque japonaise provoque l'entrée en guerre des États-Unis du côté des Alliés contre les forces de l'Axe. Et c'est un renfort de poids. Par ailleurs, la tentative de conquête de l'URSS est un échec. C'est un désastre économique et militaire qui plombe le Reich nazi. Désormais, l'Allemagne recule sur tous les fronts, comme on va le voir. Car les années 1944-1945 voient la victoire finale des Alliés. L'Axe est mis en échec, d'abord à l'Est, par les Soviétiques, qui avancent rapidement, tandis que les troupes nazies, elles, reculent. Par le Sud, également, les troupes anglo-saxonnes débarquées en Afrique du Nord en 1942 lancent la reconquête des territoires méditerranéens. L'Italie, d'ailleurs, capitule dès septembre 1943. Le 6 juin 1944, cette fois, les forces alliées débarquent en Normandie, donc en Europe de l'Ouest. Le 15 août, c'est le débarquement de Provence. Il s'agit stratégiquement de multiplier les fronts militaires pour ainsi diviser encore plus les forces militaires nazies. Les forces alliées continuent d'avancer dès lors jusqu'à Berlin, la capitale du Reich. La capitulation nazie est signée le 8 mai 1945. Le Japon capitule à son tour plus tard, le 2 septembre 1945.
Alors c'est la fin de la guerre, mais les cicatrices sont profondes. Le bilan humain et matériel est effroyable. Des villes rasées, comme Berlin ou Le Havre, des infrastructures détruites, évidemment les aéroports, les voies ferrées et les ponts, qui sont tous à reconstruire. Mais au-delà des destructions, c'est encore plus le bilan humain qui interpelle. 60 millions de morts, dont la moitié sont des civils. Les bombardements, la famine et la mort industrielle dans les camps d'extermination placent ce conflit dans la plus sombre mémoire de l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale est en effet une guerre totale. La modernisation des équipements militaires a considérablement accru la puissance de feu. La létalité, c'est-à-dire le potentiel d'une arme pour infliger la mort à son adversaire, a augmenté. C'est aussi le premier conflit qui fait usage de la bombe atomique lorsque les États-Unis lancent sur Hiroshima au Japon la première arme nucléaire le 6 août 1945. Par ailleurs, ce conflit mobilise la société tout entière. Les économies basculent intégralement dans une économie de guerre où seules les priorités sont la victoire finale. Les civils sont pris pour cible pendant les combats, mais aussi en dehors, comme on va le voir dans un instant avec le génocide juif et tzigane. Enfin, les belligérants cherchent à contrôler l'opinion publique par l'usage d'une intense propagande et d'une censure pour convaincre le bien fondé de la guerre, dénigrer les adversaires et pour maintenir la confiance de la population dans la victoire finale. Faisons maintenant un point sur les conséquences de l'idéologie nazie racialiste. Le nazisme voyait les Slaves comme des sous-hommes à réduire en esclavage. Cette affiche de propagande nazie le montre bien. On y voit le portrait d'un Allemand. On le sait par la croix gammée, symbole du nazisme, en arrière-plan. Cet Allemand, donc, fier, regarde le spectateur droit dans les yeux. Tandis que sur la partie droite de l'affiche, un soviétique, on le reconnaît car la faucille et le marteau en arrière-plan sont les symboles de l'URSS. Eh bien, le soviétique, donc, a l'air stupide. Il provoque chez le spectateur un sentiment de mépris, voire même de supériorité. Outre les violences sur les peuples slaves, l'État nazi va également organiser le génocide juif et tzigane, entraînant la mort de 6 millions de personnes. Leur existence menaçait, aux yeux des théoriciens nazis, la pureté de la race aryenne. C'est l'occasion de rappeler la définition du génocide, comme on l'a fait pour le génocide arménien de 1915. C'est une politique d'élimination intentionnelle, totale ou partielle, d'un groupe pour son appartenance nationale ou ethnique, ou ses convictions religieuses ou politiques. L'antisémitisme nazi débute dès 1933 et prend d'abord la forme de boycott et d'exclusion de certains métiers, puis de ghettoisation et d'enfermement dans les camps de concentration, jusqu'à l'extermination à partir de 1942, comme dans le camp de la mort d'Auschwitz en Pologne. La mort industrielle caractérise dès lors le conflit. Faisons maintenant un zoom pour voir spécifiquement sur ce qui s'est passé en France de 1940 à 1945. La France connaît une période de collaboration, mais également de résistance. Revenons un peu en arrière, au moment de l'offensive allemande. On l'a dit, la défaite française en mai 40 voit l'Allemagne triomphante entrer sur le territoire. Cela provoque un important exode de civils vers le sud pour fuir le front. Les pleins pouvoirs sont confiés au maréchal Pétain qui signe l'armistice en juin 40 et reconnaît la partition de la France en 2 zones. La zone libre au sud prend le nom de l'État français et sera dirigée par le maréchal Pétain depuis la ville de Vichy. Au nord, la zone occupée militairement par les Allemands, dirigée par un commandement allemand depuis Paris. Mais dans le même temps, le général de Gaulle appelle à la résistance dans son discours du 18 juin, radiodiffusé depuis Londres. Pétain engage donc la France dans une politique de collaboration avec l'Allemagne, avec l'espoir d'obtenir une marge de négociation avec l'occupant, ce qu'il n'aura pas. C'est ainsi que les autorités françaises s'engagent auprès des nazis à fournir du matériel et des hommes pour travailler dans les usines allemandes. Des lois antisémites sont prises et des juifs sont déportés vers les camps de la mort. Cette collaboration avec l'Allemagne lui sera reprochée après la guerre et le maréchal Pétain terminera sa vie en prison pour haute trahison.
Globalement, les Français sont attentistes pendant cette période, la question du rationnement étant au centre des préoccupations quotidiennes. Pourtant, on l'a dit, le général de Gaulle organise la France libre depuis Londres. Il organise cette résistance avec Jean Moulin, qui unifie les mouvements de résistance français et parse pour gagner en efficacité. Et ça marche. Lors du débarquement anglo-américain en Normandie en juin 1944, les forces de résistance soutiennent les Alliés en sabotant les voies de transport pour empêcher les forces allemandes de rejoindre au plus vite le front. Paris est libéré le 25 août. Alors, on a presque fini. Après 1945, quels espoirs pour la paix ? Économiquement et politiquement, l'Europe sort très affaiblie de ce conflit mondial. Désormais, ce sont les États-Unis et l'URSS qui dominent les relations internationales. Cette nouvelle donne s'accentue notamment lorsque les puissances européennes doivent faire face au mouvement de décolonisation. Pour régler les grandes questions internationales, la Société des Nations, qui a échoué, est remplacée en juin 1945 par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Cet organe, qui regroupe tous les pays du monde, privilégie le règlement pacifique des conflits. Cet objectif de maintien de la paix passe désormais par la sécurité collective. C'est donc un nouvel ordre mondial qui émerge. La gouvernance mondiale est repensée. Mais est-ce que la situation géopolitique est si solide ? Les États-Unis et l'URSS, deux superpuissances au modèle économique et idéologique si différents, sont désormais face à face et se menacent mutuellement. C'est maintenant l'heure de la guerre froide entre ces deux puissances et nous verrons tout cela en terminale dans le thème « Le jeu des puissances dans les relations internationales depuis 1945 ». Alors pour aller plus loin, je vous conseille, encore une fois, l'extraordinaire série documentaire Apocalypse, la Deuxième Guerre mondiale. Elle est accessible sans doute dans votre CDI ou sinon en VOD sur Arte. Si vous voulez comprendre les mouvements de troupes, regardez donc la chaîne YouTube Histoire Géo. Son épisode sur la Deuxième Guerre mondiale cumule déjà 2 millions de vues. Et enfin, pour les plus motivés d'entre vous, mais je sais qu'il y en a, l'excellent livre Histoire du XXe siècle, le tome 1, porte sur la période de 1900 à 1945. C'est un ouvrage d'historien de Bernstein et Milza, pour ne pas les citer, qui vous explique avec une clarté rare tous les engrenages, les enjeux et les conséquences qui se jouent sur cette période. Un ouvrage à lire absolument. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut connaître les principales étapes du conflit. Déjà, les dates de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. Mais vous savez aussi maintenant qu'elle débute dès 1937, en Asie, avec l'invasion de la Chine par le Japon. Si dans un premier temps, de 1939 à 1941, les forces de l'Axe, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie et le Japon, remportent des victoires, les années 42-43 marquent un virage avec l'échec de la campagne de Russie et l'entrée en guerre des États-Unis du côté des Alliés. La victoire finale des Alliés est acquise par la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945, puis celle du Japon le 2 septembre 1945. Vous devez retenir que ce conflit laisse derrière lui un bilan humain et matériel effroyable. Les 2/3 des 60 millions de victimes sont des civils. Bombardements, famine, répression, persécution. Le génocide juif et tzigane illustre cette violence industrielle qui ne cible plus les soldats, mais l'ensemble d'une communauté. L'antisémitisme et les racismes sont au cœur des politiques de haine de cette guerre, car c'est en effet une guerre totale où chaque belligérant produit de la propagande pour contrôler l'opinion publique et mobiliser une économie de guerre sans précédent. Concernant la France, elle se divise au temps de la Seconde Guerre mondiale. Le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, collabore avec l'occupant, tandis qu'une partie des Français reste dans l'attentisme, espérant des jours meilleurs. Dans le même temps, le général de Gaulle organise la résistance française depuis Londres et représente le pays aux côtés des forces alliées lors de la victoire finale. Quel lendemain, après 1945, l'affaiblissement des puissances européennes favorise les mouvements anticolonialistes. Une nouvelle instance internationale, l'ONU, est fondée en 1945 pour garantir la sécurité collective et la coopération entre les nations. Désormais, les nations doivent privilégier le règlement pacifique des conflits. La fin de la guerre aboutit également à de nouveaux rapports de force dans lesquels les États-Unis et l'URSS vont jouer les premiers rôles. C'est une nouvelle période qui s'ouvre, celle
de la guerre froide. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous souhaite bon courage pour les révisions.